sujet de cette discussion va porter effectivement sur la Camargue et son lien avec le désert tunisien. D'où ce titre, comment est-ce que le western et la science-fiction façonnent les territoires et leurs imaginaires. Et pour aborder cette question, j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux artistes, Frej Moussa et Corentin Laplanche Tsui, ainsi que Vincent Giovannoni, qui est conservateur au MUSEM. Et ce qu'on va essayer de faire pour cette discussion, c'est à la fois de rentrer un peu dans les travaux respectifs de Frej et Corentin en vous montrant quelques extraits de leur film, mais aussi de comprendre en fait un projet qui nous a beaucoup intéressés et qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui, qui est un projet de film qui portera effectivement sur la Camargue, qui n'est pas encore fait. Donc on va essayer de l'approcher alors même qu'il est en train de se fabriquer, mais aussi par un projet en fait qui lui fait écho et qui lui est complémentaire ou qui lui fait face en tout cas, qui est le film pour le coup portant sur le désert tunisien et dont je crois que vous allez pouvoir nous mettre quelques extraits. Et Vincent et aussi nous apportera aussi son expertise sur certains des mythes qui structurent un peu l'imaginaire de la Camargue. Donc peut-être qu'on peut commencer avec une petite présentation de chacun de vous. Donc Frej, tu es artiste et cinéaste. Merci. Franco-tunisien, ton travail s'étend du cinéma à la sculpture en passant par la peinture. Tu es diplômé de l'École nationale supérieure des arts décoratifs à Paris, où tu as rencontré Corentin, me semble-t-il. Et ensuite, tu as étudié au Fresnoy et tu as effectué plusieurs résidences à Rome, à Paris. Ton travail a été exposé dans plusieurs biennales, dans plusieurs programmes de vidéos, de cinéma. Tu as fait plusieurs films déjà, donc, ou vidéos, je ne sais pas comment tu préfères les appeler. Vidéo, c'est très bien. Donc Land of Barbar en 2025, Mirage de Inner Sea dont on va voir des extraits en 2024, et Solar Noon qui est la raison, tu me le rappelais, pour laquelle je t'avais écrit il y a 5 ans. C'est ça. En 2022. Et ce dernier avait reçu le prix CIFRA à la Loupe Fer de Barcelone. Donc ta pratique, on va le voir, s'intéresse beaucoup au paysage et au lien entre paysage et fiction. Et tu essayes de déployer une ligne qui serait une ligne à la fois spéculative et critique sur justement certains sujets, certains cadrages dont tu vas nous parler. Corentin, toi aussi tu as étudié aux arts déco, donc où tu as rencontré Frej. Aujourd'hui, tu es en fait installé à Marseille. Tu fais un doctorat en recherche-création en face d'ici, à l'ENSP. Depuis quelle année ? 2019. D'accord. Donc c'est bientôt, ça sera bientôt soutenu. Cet hiver. Donc entre 2021 et 2023, tu es en résidence à Artagon Marseille. Tu es lauréat aussi de plusieurs prix régionaux, nationaux. Tu as bénéficié notamment du soutien de la Fondation des artistes et de Mécènes du Sud. Et ta pratique s'articule autour aussi de questions de questions en fait de critique aussi de représentation dans les arts visuels, notamment sur des questions d'habitabilité des villes et les politiques spatiales qui les touchent. Donc tu t'intéresses aussi aux questions spéculatives et c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir rentrer un peu dans le projet qu'on va discuter. Vincent, merci aussi d'être avec nous. Tu es conservateur général au Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, donc le MUSEM à Marseille, où tu es responsable du pôle art du spectacle. Tu es anthropologue de l'art de formation. Aujourd'hui, tu t'intéresses en fait à plusieurs choses, dont la question de la représentation des mythes, folklore, légendes dans la culture contemporaine. Et tu t'intéresses aussi aux objets du quotidien, c'est ça. Peut-être pour commencer, parce qu'il faut aussi que je... peut-être pour commencer, on va peut-être commencer par parler un peu de vos travaux respectifs. Peut-être commencer par toi, Frej, et montrer une première rencontre peut-être avec ton travail, qui est ce film Solar Noon, donc qui date de 2022, où tu vas en fait t'intéresser au désert, qui est aussi un territoire en fait qui est assez structurant, je pense, dans ta pratique.
Est-ce que tu veux peut-être dire quelques mots sur ça et on lance l'extrait? Oui, du coup, on va faire un petit détour par le désert avant de revenir à la Camargue. Mais c'est vrai que j'ai commencé à tourner là-bas rapidement avant de lancer l'extrait. Non, j'ai pas grand-chose à dire maintenant, en fait, a posteriori. Ouais, je crois qu'on peut lancer directement. Next to these Markleys are the oceans. These and the Markleys, separated by the Triton, live on the shores of the Tritonian Lake. The Markleys wear their hair long behind, the Oceans in front. They celebrate a yearly festival of Athena, where their maidens are separated into two bands and fight each other with the stones and sticks. Thus they say, honoring in the way of their ancestor, the native goddess whom we call Athena. Maidens who die of their wounds are called false virgins. Bonjour. Alors, pour rappeler rapidement dans quel contexte s'est fait ce film, donc c'était parti, on va dire, d'un mythe plus personnel où c'était moi qui étais parti en repérage dans le sud de la Tunisie pour filmer des mirages. C'était en printemps et je me suis retrouvé finalement dans une tempête de sable avec la voiture bloquée dans le sable. Et
Et donc après mon retour, après cette expérience-là, en faisant des recherches, j'ai croisé d'autres textes, pour le coup des mythologies comme les Argonautiques, d'Apollonios de Rhodes, notamment avec le passage de Jason après avoir récupéré la toison d'or, qui, à cause d'une tempête de sable, se retrouve dans ce même désert. Donc c'est ce qui est interprété par Maria en grec ancien. Et d'autres textes aussi que j'ai tendance aussi à qualifier de mythologiques, où là c'est la partie un peu plus tôt, dans l'extrait, où on voit ces femmes, cette mise en scène, et avec ce texte que j'ai récupéré d'Hérodote, pour le coup, on a tendance à qualifier un peu d'un des premiers historiens en Europe en tout cas. Et voilà, ce que je me posais comme question finalement, c'était dans quelle mesure tous ces mythes ne se valent pas, et dans quelle mesure finalement l'histoire avec un H majuscule, c'est pas de la fiction, c'est pas de la mythologie. Et donc finalement, ce film, c'est devenu un peu comme cette image qui est présentée là. Ça arrive un peu plus tôt dans le film où j'active une machine à vent, où c'est finalement une technique, un outil pour créer un son de vent artificiel, et où je montre en fait finalement comment le film se fait, et finalement toute cette illusion ou toutes ces hallucinations en fait qui nous parvient une fois qu'on est dans le désert, notamment à l'heure des mirages, du coup à l'heure du midi dans lequel tous ces récits en fait se passent, d'où le titre Solar Noon. Donc c'était un peu ma première expérience vraiment de film produit en l'occurrence, et où j'ai commencé à me poser ces questions de fabrication de mythes et comment en arriver là en fait, et comment en même temps présenter un film qui présente un peu comment on est amené à les construire. Et donc ça passait notamment à travers repenser finalement tout cet imaginaire qu'on peut avoir du désert. Tout à l'heure on a vu un extrait sur les chevaux sauvages, et je pense que c'est dans cette idée-là d'une terre peut-être inhabitée ou encore sauvage et qui attend d'être conquérie. Et c'est vrai que ces terrains-là, j'avais l'habitude de les voir souvent avec des tournages qui ont lieu, que ce soit des grosses productions, on va revenir plus tard, comme des plus petits films. Et du coup, l'idée, c'était un peu de pousser un peu à l'absurdité ces structures imposantes qui apparaissent dans le désert. Donc là, ça peut aussi autant renvoyer au land art ou à d'autres formes assez abstraites, assez absurdes. Et il y avait aussi cette idée de ramener au centre finalement les personnes marginalisées dans tous ces tournages qu'on a à travers ces actrices qui sont des filles des villages voisins du désert, que j'ai habillées pour le coup plutôt que de tenues traditionnelles ou de ce qu'on peut imaginer. Je voulais vraiment considérer cette matière textuelle, tous ces mythes, comme finalement une matière qui nous parvenait, si ce n'est des restes. Et du coup, travailler aussi d'un point de vue plastique, vu que je suis aussi artiste, la partie costume. Et du coup, j'ai demandé au marché près de chez moi, à Sousse, en Tunisie, à un éboueur de mettre de côté tous les plastiques après d'un marché. Et c'est comme ça que j'ai récolté de la matière pour constituer ces sculptures portées, ces costumes, avec cette idée où finalement tous ces déchets qui nous parviennent en Tunisie, parfois illégalement, parfois pas, mais qui viennent principalement d'Europe, que ce soit en friperie ou plutôt des déchets qui sont amenés à être brûlés dans le désert parfois. L'idée, c'était de les traiter au même niveau que finalement les textes qui nous parviennent de cette région de la Tunisie, qui a été décrite par des historiens ou bien on va dire des storytellers, des conteurs, oui, des narrateurs, on va dire fondateurs, mais qui ont finalement jamais foulé les pieds dans cette région-là. Et c'est intéressant parce qu'on voit en fait dans les images, il y a cette composition, en fait, il y a déjà une espèce d'écriture qui part de mythes. Donc c'est vrai que tu vas aller chercher aussi dans des textes classiques, mais en faisant autre chose. Et puis c'est vrai qu'il y a un élément un peu absurde, presque un peu humoristique, avec ces espèces de collages d'images avec des animaux, des éléments un peu inattendus qui viennent contrer peut-être une image du désert. On en avait parlé, je crois, à la 3e édition de l'Histoire environnementale. Il y avait eu plusieurs interventions sur ça, sur comment est-ce que aussi cet imaginaire d'un désert hostile, non habité, qu'il faut venir fertiliser et rendre en fait productif et producteur de quelque chose, fait aussi partie de ces espèces de mythes qui ont permis de l'extractivisme, de la colonisation. On sait que plusieurs travaux justement qui portent sur la colonisation du Maghreb se basaient en partie en fait on prouvait que cette colonisation se basait en partie sur cette idée d'un désert qu'il faut venir rendre vert en fait. Il faut donc il y a quelque chose aussi dans cet intérêt constant
dans le désert chez toi aussi une critique peut-être de ça. Oui, donc c'est vrai que là, ça reste assez abstrait, un peu expérimental, mais il y avait un autre récit que je voulais ajouter à ce film-là. Finalement, c'est assez complexe, du coup, que j'ai reporté dans Mirage, qu'on va voir juste après, et qui aborde ces sujets de façon plus frontale, c'est sûr. Ben, on va faire un petit détour par un film de Corentin, n'est-ce pas, Rat 226. Oui, mais je pense que on peut lancer directement l'extrait et je vais faire la voix off en même temps. Je pense que c'est bien. Parfait. Je vais rapidement présenter le contexte de production de ce film. Il a été tourné en partie au commissariat à l'énergie atomique de Saclay, donc sur un site historique du CEA, qui est donc une institution publique qui, au moment de sa création, a fait appel à Auguste Perret, donc qui venait de signer le plan du Havre, pour du coup construire un petit Versailles de la science. Littéralement, le plan de Saclay est inspiré du plan de Versailles. Il y a une perspective versaillaise qui donne sur le bâtiment de l'administration. Donc les directrices de Saclay ont une vue sur les jardins comme le roi pouvait l'avoir. Et donc ce qui m'intéressait finalement, c'était qu'on se retrouvait dans un contexte où l'urbanisme, l'architecture se retrouvaient au service d'un récit officiel, mais qui était rejoint par d'autres formes. Notamment, j'ai eu accès à beaucoup d'archives du CEA, qui sont des œuvres cinématographiques produites par des réalisateurs et écrites par des artistes reconnus de l'époque, dont Jean Cocteau, et qui s'inscrivent aussi dans le cadre des films de commande industrielle qui étaient assez courants dans les années 50 et 60. Et notamment Le Chant du Styrène, par exemple. Donc il y a un film qui s'appelle Saclay 1960 dont je me suis beaucoup servi dans Rat 226 et dont on voit quelques extraits, mais c'est pas seulement celui-là, c'est de manière générale plusieurs archives. Et ce qui m'intéressait, c'était que je recourais à la fois à du discours scientifique, du discours politique, administratif, des formes cinématographiques qui sont au service d'une propagande d'État qui vise à promouvoir la recherche nucléaire et les bienfaits de la recherche nucléaire à l'époque, et à des fins civiles comme militaires. Ce qui m'intéressait finalement, c'était de montrer l'impensé du lieu, quelque part, parce qu'il est traversé par des mythes, de façon très très littérale d'ailleurs, vu qu'il y a un réacteur qui s'appelle Orphée, un réacteur qui s'appelle Osiris, Isis, et auquel s'ajoute finalement le jargon scientifique comme le cyclotron. Donc il y a plusieurs imaginaires qui habitent le lieu, et ce qui m'intéressait finalement, c'était de les mettre en regard et de les détricoter un peu dans ce projet. Et notamment là, sur cette séquence d'archives qu'on voit, on voit le rapport du coup de la direction au centre, donc à la fois la perspective, mais le plan vu du ciel, les maquettes qui étaient omniprésentes dans ces représentations, donc cette espèce de jouissance un peu de la tour de contrôle de cet espace de recherche, dont on voit un peu un extrait ici. Et c'est un rapport aux maquettes qui par ailleurs m'intéresse, dans ce rapport aux formes, dans un autre film du coup que j'ai réalisé plus récemment, qui s'appelle Composite City Stadium, auquel on pourrait peut-être passer aussi. Et je veux bien qu'on lance l'extrait suivant, s'il vous plaît, désolé. Merci beaucoup.
Du coup, c'est un film qui s'attarde sur l'histoire d'un stade de baseball à Osaka qui, en 98, a été transformé en lotissement témoin pour le temps d'une année. Donc, c'était un stade vacant. Et des promoteurs immobiliers ont choisi le terrain pour construire un lotissement témoin. Et donc, il y a une photographie d'Atakayama Naoya, qui est un photographe japonais assez connu pour ses photographies urbaines. Qui a rendu un peu le site célèbre et aussi qui a chargé aussi d'une sorte de tout un tas de fictions, notamment qui ont circulé en ligne autour de l'histoire de ce stade, qui aurait été habité alors que pas du tout, c'est un lotissement témoin. Et finalement, le projet du film, c'est de réhabiter ce stade et que, donc notamment, je travaille un peu comme Flèche finalement dans des films à dispositif avec une partie installative, qui fait partie intégrante du processus de travail. Et finalement, la maquette, ça devenait le réceptacle pour moi de récits autres, à la fois raconter l'histoire du SAD, mais aussi intégrer des récits intimes d'habitantes, au pluriel, et qui viendraient habiter ce lieu-là comme beaucoup de gens l'ont projeté finalement en voyant cette photographie. Et aujourd'hui, c'est un lieu qui a été transformé, qui est devenu une sorte de plateforme multimodale intégrant un centre commercial, des jardins suspendus, une tour de bureau, une tour résidentielle, une gare routière, un espace de Paris hippique. Donc c'est vraiment l'espèce de mixité des usages classiques du néolibéralisme et où finalement la question qui se pose et qui était déjà caractéristique dans la maison témoin, c'est une sorte d'habitat privé de substance et de ville privée de substance d'une certaine manière, où en tout cas le fait de les habiter n'est plus leur fonction première. C'est vrai que là, ce qu'on voit déjà avec ces premiers films, c'est que donc non seulement vous avez déjà collaboré ensemble, je pense que dans le prochain film qu'on va voir, Corentin, toi tu fais l'image, c'est ça ? Mais il y a effectivement cette ligne de travail qui est commune sur le rapport en fait entre territoire et image, et comment est-ce que le territoire devient une image, un décor, un mythe, et parfois que ça, justement, c'est ce que tu viens de nous expliquer. Peut-être qu'on peut passer à Mirage et ensuite on revient, on retourne en Kama. On peut lancer l'extrait. Il ne s'agissait pas de creuser un canal à travers un désert sableux comme à Suez ou dans des montagnes calcaires comme à Panama. Ici, il s'agissait de créer une mer intérieure inondant le Sahara sous l'eau de la mer Méditerranée. Le sol était de nature si tendre que lors de percement, la sonde s'y enfonçait toute seule par son propre poids. On peut laisser tourner la vidéo derrière, j'ai commencé à en parler. Donc voilà, ça c'est le second film dont je parlais, qui se situe toujours dans le sud de la Tunisie, mais cette fois-ci ça se passe il y a un siècle de ça, c'est en 1885. Il y a ce projet de canal Agabès, donc c'est juste après le canal de Suez, c'est le prochain projet qui se prépare par une compagnie française. Et l'idée, voilà, c'est de creuser un canal pour ramener, comme elle le dit, la mer dans le désert et noyer le désert sous la mer. Et finalement, ça ne se fait pas parce que le désert, où j'ai filmé un peu plus tôt, il s'avère que c'est une plaine saline,
un peu semblable à ce qu'on peut retrouver en Camargue, mais qui est légèrement au-dessus du niveau de la mer. Donc ça coûte trop cher et du coup, il bascule sur Panama directement. Pour moi, voilà, ce projet il était assez important parce qu'il était assez clair de quoi il était question, de vraiment arriver. En fait, je trouvais assez symbolique cette volonté de vraiment pénétrer le continent africain et cette violence-là. Et donc l'idée pour moi, c'était de s'emparer de cette histoire-là pour en faire aujourd'hui autre chose. Donc j'ai fait un petit détour par un roman qui est de Jules Verne, L'Invasion de la mer. Donc c'est son dernier bouquin qui a été publié, je crois, après sa mort, et qui aborde vraiment tout ce sujet-là. Et en fait, j'ai repris des passages qu'il a repris de réelles conférences qui ont lieu en Tunisie, et où voilà, il y a des indigènes qui, entre guillemets, qui sont pas contents, et l'idée du projet français qui est de venir apporter la civilisation et tout ça. Donc l'idée, c'était de reprendre ces textes. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, où Agabès, c'est une situation assez compliquée, il y a des grosses industries qui sont en train de polluer la région, et de voir finalement avec les ruines de cette période coloniale, ce qu'il en reste et ce qu'on pourrait construire. Et du coup, c'est un peu dans cette esthétique de bricolage, là encore une fois avec des vêtements de fripe cette fois-ci plutôt, et avec aussi un langage français, mais en Tunisie actuellement, voilà, les nouvelles générations parlent plutôt anglais, donc c'est un peu ce qui nous reste de la période coloniale. L'idée, c'était de traiter ça aussi encore de façon plastique et à travers ce court film. Et donc c'est à partir de là qu'on a tenté de travailler. Donc ensemble, Coco était chef opérateur là-dessus. Et juste après ce tournage, on est allé en repérage dans le sud de la Tunisie. On a prolongé ça. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à Mosespa. Donc là, on n'est pas à l'est de la Tunisie, mais plutôt à l'ouest, à Nefta. Et il s'avère qu'à une dizaine de kilomètres, il y a encore les ruines, pour le coup, d'un tournage qui a eu lieu. Et là, on va peut-être pouvoir aborder... Ouais, justement, peut-être qu'on va pouvoir effectivement aborder donc ce projet sur lequel vous collaborez depuis 2 ans maintenant, et qui vient en fait prolonger ces attentions qui étaient déjà présentes dans vos travaux sur la question d'un territoire qui devient un décor, la question de en fait la machine mythologique justement dont parlait Verena hier, qui est vraiment dans toute sa puissance. Et là, en plus, on parle de territoires qui non seulement sont sous-représentés par les personnes qui y habitent, mais et qui les vivent et qui les expérimentent, mais qui aussi, quand ils sont représentés, on en fait complètement en fait autre chose. Pour le coup, on les transforme, on les réduit peut-être à quelque chose on les instrumentalise dans une visée en fait pour produire une certaine image. Justement, c'est toute la recherche en fait que vous faites autour de Star Wars. Peut-être que peut-être qu'on peut commencer par là en fait, de qu'est-ce qui vous attire justement dans ce territoire-là. Je vais juste lancer l'extrait, je pense, en parallèle, et on va discuter parce que ça nécessite 10 minutes. Donc oui, donc ça c'est donc Galactic Salvagers. Peut-être qu'on peut juste dire que c'est donc le projet en cours, que là c'est des images donc c'est en post-production. Le son n'est pas encore monté, donc on va voir les images qui défilent derrière et on va parler, mais c'est pas la vidéo dans sa version finale. Je contextualise rapidement alors. Donc voilà, là on voit les personnages qui arrivent progressivement sur ce site presque archéologique finalement, touristique surtout, et cinématographique, et du coup qui aborde ce point qui nous intéresse avec Corentin, dans quelle mesure ces industries extractivistes, que ce soit pour les industries comme on a pu le voir plus tôt, autant que culturelles, quand il s'agit de tourisme, autant que cinématographique, là on veut en venir finalement, et avec Star Wars, et voir comment elles opèrent sur place et ce qu'il en reste. Et donc voilà, ça prend forme à travers ce film qui est entre le docu et, on va dire, et la fiction. Et donc voilà, il y a vraiment 2 pans. Le premier qui se situe dans le sud de la Tunisie. Et en fait, en tirant les fils, finalement, on arrivait assez naturellement, progressivement à la Camargue. Mais peut-être, Corentin, tu vas pouvoir aborder ces points-là. Oui, bah, du coup, comme le disait Flège, ce qui était vraiment, ce qui était frappant finalement, c'était l'espèce de concordance de réalité extractiviste qui s'inscrivait du coup à la fois sur le plan industriel, touristique, culturel, à travers le cinéma, de faire le choix d'aborder le cinéma comme une industrie aussi au sein de Galactic Salvagers, qui par ailleurs c'était quelque chose, je pense, dont
on a fait référence dans nos pratiques respectives jusqu'à présent. Tu ne l'as pas forcément évoqué, mais dans Solar Noon, il y a dans les décors et les installations quelque chose qui renvoie directement à la présence des tournages dans le désert. Et du coup, là, on arrivait un peu au cœur du sujet Amos Espad, donc, qui a été construit pour la menace fantôme. L'idée, quelque part, c'était d'essayer, de faire une tentative en tout cas, de retourner le dispositif de tournage et du studio sur les touristes qui viennent visiter du coup Mos Espa. Je pense qu'on va arriver bientôt à la partie de l'extrait où on le voit, et où finalement ce sont les personnages principaux que l'on suit, qui sont des adolescents de Nefta avec qui on a travaillé, qui est la ville voisine donc de ce site de tournage, et qui par ailleurs est complètement invisibilisé aujourd'hui du fait de la présence de ce décor, jusque sur Google Maps. C'est-à-dire que si on fait une recherche Nefta sur Google Maps, on tombe sur une photo de Mos Espa, alors que c'est à 15 km, que ça n'a pas grand-chose à voir. Et donc on voit de façon très littérale à quel point la fiction a radicalement changé non seulement la perception, mais aussi la façon dont est communiqué ce territoire en dehors de la Tunisie en tout cas. Oui, parce que là, la fiction, non seulement elle vient brouiller une image ou alors la rendre moins proche justement des expériences réelles, mais elle vient complètement la recouvrir. Et en fait, c'est ça aussi que je trouve qui est intéressant dans ce projet et qui traverse aussi les travaux, c'est que en fait, il s'agit vraiment de montrer comment est-ce qu'un ensemble d'industries, parce que il me semble qu'en Tunisie, l'industrie du cinéma est quand même fait partie, en tout cas, des industries, qui font partie, on va dire, de l'économie. Globalisé qui fait rentrer un certain budget dans le pays, mais du coup cette fiction elle vient complètement recouvrir le réel jusqu'à aussi rendre l'expérience des personnes qui, même quand elles parfois figurent dans les films, mais en fait n'ont jamais d'agentivité. Je sais plus qui de vous m'expliquait en fait en quoi est-ce que par exemple les figurants parfois étaient en fait c'était des figurants locaux mais ensuite transformés juste en figures étrangères et dénués en fait de capacité de prendre la parole. Oui, tu vas peut-être pouvoir revenir sur les personnages qui jouaient les Stormtroopers, mais c'est vrai que il y avait aussi cette idée qu'on parlait d'extractivisme culturel, donc ça passe par le tourisme, mais ça passe aussi avec tout ce qui n'est pas cité, par exemple dans Star Wars, en l'occurrence, où voilà, on va récupérer des burnous, des vêtements traditionnels pour habiller des Jedi. Enfin, il y a des citations, il y a des formulations, il y a pas mal de choses qui sont quand même extraites de cette culture, mais finalement, ces habitants de ces espaces-là ne sont pas sollicités, ou alors sont masqués pour jouer finalement des rôles. C'est dommage, on n'a pas l'extrait là, mais si tu veux en parler. Et du coup, parmi les sources qui nous ont beaucoup inspiré quand on a commencé à travailler justement dans les archives de tournage, il y a une photographie de figurants du coup de Nefta qui sont habillés en Stormtroopers mais le casque à la main, donc on voit leur visage, et qui en fait ne sont du coup que des hommes de Nefta, et à qui on a fait jouer le rôle d'envahisseurs dans le récit soi-disant anti-impérialiste de Star Wars. Et peut-être que c'est là où on peut trianguler pour retourner vers la Camargue par la fiction. Comment est-ce que vous faites ce lien en fait entre le désert tunisien et la Camargue? Pourquoi vous en arrivez à faire ce projet qui est quand même un peu en deux pans Donc, c'est vrai qu'en travaillant là-bas sur place, donc on s'était surtout intéressé à des récits de fiction. On pense aux villes de sel, de pétrofiction en rapport au pétrole, mais aussi notamment à des industries de sel, par exemple dans le shot, où finalement il y a des entreprises qui extraient du sel et qui continuent à le faire, et en retraçant les entreprises qui sont à l'issue on est arrivé comme ça aux salins du Midi, qui sont présents ici, et c'est vrai que du coup les paysages salins sont assez similaires, et des industries aussi, donc on va dire dans l'industrie du cinéma aussi on s'est retrouvé à faire des comparatifs ou voir que finalement, d'une certaine manière, le cinéma hollywoodien, en tout cas le space opéra ou bien la science-fiction comme Star Wars, prenait de ses sources, en tout cas beaucoup dans le western ou dans cette conquête de la frontière sur laquelle tu pourras revenir. Et c'est comme ça qu'on a commencé à s'intéresser finalement, je crois, à la Camargue, et après on va en faire un tour
et encore on commence à faire du repérage. On peut peut-être basculer tout de suite sur les plans, sur la Camargue, enfin sur les visuels. Peut-être que du coup, Vincent, on peut peut-être commencer à parler de cette fabrication de la Camargue moderne. Quand on en avait discuté tous les quatre, tu parlais d'un roman régional qui est en fait assez récent. Tu donnais des exemples assez parlants. Est-ce que tu peux nous dire justement un peu comment est-ce que, autour de quelle figure, de quel mythe est-ce que ce roman régional s'est cristallisé, et comment est-ce que ça fait aussi le lien avec cette industrie du cinéma ou du divertissement en fait, qui se développe au XXe siècle? Oui, j'aurais deux, trois slides tout à l'heure sur cette question-là, mais je voudrais juste avant me permettre de ne pas répondre à la question pour fournir deux anecdotes. Ouais. Tout à l'heure, je parlais de désert comme espace inhabité. J'ai toujours été très étonné quand on est dans le désert du côté en fait extrêmement habité. Et je vais raconter deux petites anecdotes, et très modernes. Une première, je suis en pleine Mauritanie, le moteur surchauffe, je suis avec un copain, on a arrêté la voiture, et dans le lointain, il y a un gars qui arrive sur un chameau, un Mauritanien avec le grand turban. Et c'est un rêve, je suis ethnologue de formation. Je me dis, un animal ethnographique pour moi. Il arrive très très lentement. Et au moment où il s'approche, c'était il y a plus de 20 ans, il a des fils qui sortent des oreilles. Et je me dis, il écoute de la musique. Et je lui pose la question, quand le gars est à côté de nous, de savoir qu'est-ce qu'il écoute. Un chant coranique, du oud, quelque chose. Et le gars a un grand sourire, il me fait Beyoncé. Bien sûr. Donc, enfin, d'une part, on n'était pas du tout dans une zone inhabitée. Donc, le désert est peuplé par Beyoncé, c'est ça que tu... Oui, habité au moins spirituellement. Ça aurait pu être par très beau chant coranique. On chante magnifiquement le Coran dans ces régions-là. C'est une première chose. La deuxième, j'ai eu une époque où je dirigeais l'Institut français de Saint-Louis du Sénégal. Je reçois un monsieur qui a succédé à Théodore Monod, grand explorateur des déserts, pour apporter 2 bustes, un à Nouakchott, un à Dakar. Et il me demande de préparer pour lui une conférence à l'université Gaston Berger, à Saint-Louis du Sénégal, sur Théodore Monod, grand explorateur de ces zones désertiques. Et il présente des cartes de géographe, ce monsieur, un important professeur des universités, etc., grand géographe. Et les jeunes qui sont là, qui sont déjà en master 2 ou éventuellement thèse, disent, regarde les cartes, avec les cartes contemporaines, disent, les déserts que ce monsieur a explorés il n'y a pas longtemps, mais c'est l'endroit où mon père a ses chèvres, c'est l'endroit où mon grand-père a ses dattiers. Et là, on réalise que le désert inhabité, bien sûr qu'il peut y avoir un projet colonial en Algérie, par exemple, comme tu le disais tout à l'heure, mais c'est une représentation auquel nous avons totalement cru. Ce monsieur était assez désespéré de constater que pour les étudiants, c'était des terres très, très, très habitées. Donc une première chose pour revenir sur ce contraste, c'est le fait que les déserts, les zones inoccupées, c'est toujours un peu une construction, et arriver sur le fait que le littoral méditerranéen en particulier, alors la zone languedocienne, avec tous ses étangs, a longtemps été considérée comme une zone inhabitée, inhabitable. Pour toute la grande plage du Lido entre Sète et Agde, je me souviens d'une phrase d'un auteur du 19e disant « Personne n'y vient jamais, qui viendrait-on faire ?» C'était inhabitable et inhabité, et ces zones d'étang s'étendent bien sûr jusqu'au delta de la Camargue, où pendant des années personne ne venait. Il y a un dicton qui est très connu, enfin une maxime qui est très connue, qui en Camargue, personne ne naît ni ne meurt. Ce ne sont pas des terres où l'on vit. On y va pour travailler, et puis après on revient vers la cité, vers la civilisation. Et d'où la création d'un imaginaire extrêmement puissant qui va donner par exemple à ces chevaux magnifiques cette puissance, cet érotisme incroyable qu'on a pu voir tout à l'heure à l'écran. Mais justement, si tu devais nous donner, et peut-être qu'on peut passer au slide, oui, en fait, oui. Pour parler plus concrètement de certaines de ces figures. Hop. Ah oui. Il y a une slide magnifique qui a sauté, je crois, tout à l'heure. Une comparaison entre Buffalo Bill et Mistral, c'est ça? Oui, elle a sauté. Qui est très frappante. Mais c'est pas grave. Non, on l'a perdu dans le montage, désolé. On l'a perdu dans le montage.
Mais peut-être qu'on peut en parler. Oui, mais sinon il y a le slide avec les dates Ouais. que je donne, pas le slide d'après qui lui est encore Ouais. complet. Ouais. Voilà, donc pour ce qui est notamment de la Camargue. Donc en 1895, on crée les premiers films dans l'histoire de l'humanité. Le des plus célèbres est celui de l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat. Pour ceux qui sont ici seulement de passage, La Ciotat, c'est une ville qui est nous sommes ici dans le département des Bouches-du-Rhône. La Ciotat, c'est également dans les Bouches-du-Rhône. Donc un des films les plus connus parmi le tout premier film de l'histoire de l'humanité, il y a l'arrivée du train en gare de La Ciotat, donc ici même, par les Frères Lumière. En 1903, c'est-à-dire 8 ans après, même si on n'est pas très fort en calcul, 1903, 1895, 8 ans, le premier western est réalisé aux États-Unis, The Great Train Robbery. 1909, c'est-à-dire 6 ans après, c'est-à-dire 15 ans après le tout premier film, le premier western européen est réalisé ici, en Camargue, avec des gardiens, des chevaux Camargue, le tout du fait de la présentation dans la région du Wild West Show de Buffalo Bill, qui rencontre ici Folco de Baroncelli, ça on le sait assez généralement, la Croix de Camargue que vous connaissez tous, enfin, même si vous n'êtes que de passage, vous avez vu la Croix de Camargue. Vous vous souvenez que la Croix de Camargue, ça a été inventé en 1926, créé, on en a parlé, un artiste designer parisien, en 1926, et au mois de juillet, c'est-à-dire dans un mois et demi, nous fêterons le 100e anniversaire de la création, de l'invention de cette croix camarguaise. Donc c'est très 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 récent, et pourtant on a l'impression que c'est immémorial, que ça a toujours été là. Et cette terre a permis de créer des westerns, notamment parce que Folco de Baroncelli, qu'on connaît quand on s'intéresse à l'histoire locale, avait notamment pour frère Jacques de Baroncelli, j'ai oublié son nom, qui était un cinéaste connu, et donc son frère va prêter des gardiens, des chevaux, des taureaux pour pouvoir tourner les premiers westerns ici. Et justement, ce qui est intéressant en fait dans cette capture en fait de ces deux territoires par le cinéma, c'est que vous utilisez en fait cette capture pour finalement essayer de travailler par le décor, par un renversement en fait de certains dispositifs du cinéma vers peut-être un autre imaginaire de la Camargue. Alors, c'est difficile de vous demander des images là-dessus parce que vous n'avez pas encore filmé ces images. C'est pour dans quelques mois, c'est ça. Mais ça nous intéressait peut-être de vous entendre sur comment est-ce que vous percevez cette capture de la Camargue dans un certain mythe qui est lié au western, c'est ce que vient de nous expliquer Vincent, mais qui est aussi, qui produit en fait à la fois, qui va mettre en avant des figures, qui va invisibiliser d'autres figures. Comment est-ce que vous naviguez en fait ça, et c'est quoi un peu la stratégie pour proposer d'autres images? Du coup, comme on s'intéresse tous les deux à l'histoire des formes cinématographiques, et justement, donc c'est assez clair avec ces deux projets, on part un peu d'une idée qui est d'utiliser une forme de science-fiction bricolée, du documentaire spéculatif, où avec de la récupération, des gestes comme ça qui sont relativement simples, on déplace finalement le regard, on essaye de renverser effectivement ces récits en utilisant leur stratégie et en recourant à leur forme, et en essayant aussi de montrer comment ils sont produits, et de pas non plus invisibiliser ces gestes-là, de montrer la fiction quand elle a lieu, de montrer la construction de ces regards et de ces imaginaires. Et dans le cas de la Camargue, donc l'idée c'est de traverser le territoire dans un récit un peu spéculatif, dans un futur spéculatif. Des personnes vont sur un radeau traverser la Camargue depuis un futur où elle est inondée, elle a déjà disparu, mais en remontant petit à petit au fil de l'eau, au fil de son histoire, notamment à travers quelques zones troubles du XXe siècle qui sont liées à l'histoire coloniale, à la Seconde Guerre mondiale, et où s'entrelacent beaucoup de récits invisibilisés. Et je vais peut-être laisser Flèche en parler. Je vais conclure rapidement avec les personnes, du coup les acteurs principaux de nos films. Mais peut-être avant ça, expliquer en fait pourquoi. Cette image, moi, je la trouve quand même assez intéressante. Qu'est-ce qui se passe en fait dans ces deux images?
Du coup, donc là, c'est des images de tournage de films de Joe Hamman, avec d'ailleurs Folco di Baroncelli sur la photo de gauche, hein, donc en portant des coiffes qui lui ont été a priori données par des membres de la tribu Lakota qui tournaient avec Buffalo Bill sur ses spectacles à ce moment-là. Et donc, ce qui est intéressant finalement, c'est que le western qui renvoie déjà dans sa version classique, qui n'existait pas encore à cette époque-là, hein, mais au mythe, qui est l'illustration du mythe de la frontière, qui est au cœur de l'identité nationale états-unienne, et dont le space opera est un reenactment dans le futur à l'échelle de l'univers. Ce qui est frappant finalement, c'est que ces éléments-là vont servir à produire un autre récit ici sur le territoire camarguais, qu'on peut du coup pourrait qualifier de roman régional. Et justement, c'est comment ces mythes, ces circulations de fiction finalement, de représentations construites et erronées de l'histoire, vont servir à produire d'autres histoires et d'autres récits. Et dans le cas de la Camargue, on peut penser à beaucoup de choses, notamment à l'histoire des travailleurs forcés indo-chinois du Vietnam, qui du coup ont permis d'importer la culture du riz en Camargue, parce qu'ils connaissaient la technique du repiquage du riz, qui n'était pas pratiquée ici. Et peut-être, Fresh, tu veux parler de ces différentes stratégies justement de choix de personnages, de certains personnages en fait, qui viennent à la fois conter, proposer d'autres perspectives. Oui, c'est ça. Il me reste 1 minute 13 pour en parler. Donc c'était à l'image de, comme dans les films précédents, donc de mettre en avant peut-être des récits qu'on voit moins, ou en tout cas avec Corentin quand on visitait les musées dans la région. C'est vrai que c'était des récits qu'on n'avait pas tendance à voir tant que ça. Donc là, tu évoquais le riz, donc on pense à des communautés vietnamiennes, des Harkis, des Algériens, gitanes ou ouvrières. C'est vrai que donc c'était pas mal finalement une terre de migration, en tout cas de mouvements ou de personnes de communautés différentes, mais qu'on n'a pas forcément tendance à mettre de l'avant, et qu'on va essayer d'articuler justement avec des figures comme des gardiens ou un ornithologue ou des figures plus ancrées ici. Et donc ça va être un peu l'enjeu du film à travers cette embarcation dans un futur imaginé, donc un peu comme on a pu le faire avec Mirage, ou imaginer avec le réchauffement climatique dans quelques dizaines d'années une Camargue sous l'eau, et dans cette optique-là, qu'est-ce que ça pourrait être, et avec d'autres figures qui viennent représenter cette région. On a hâte de voir donc cette Camargue sous l'eau, sous votre caméra. Nous aussi. Merci beaucoup. Merci. On a le temps peut-être pour une question, si le public a une question. Une demi-question selon l'expression de Martin, non ? Ou sinon, on peut passer à la pause. On peut remercier Vincent, Fresh et Corentin pour leur présence.